vous vous posez certainement plusieurs questions par rapport à votre chirurgie cardiaque. C'est normal. Dans cette vidéo, nous allons essayer de répondre à plusieurs questions que vous vous posez sûrement. Nous allons diviser la vidéo en 3 sections. Nous aurons donc les sections avant la chirurgie, pendant la chirurgie et après la chirurgie. Commençons d'abord par distinguer le cardiologue du chirurgien cardiaque. Qui fait quoi au juste? Le cardiologue fait l'histoire de santé, l'examen physique, le test du tapis roulant, l'angiogramme, l'électrocardiogramme et d'autres tests si c'est nécessaire. Il prescrit aussi des médicaments, il n'opère pas, il peut mettre des tuteurs ou des stents ou un pacemaker. Il est celui qui va vous référer aussi à un chirurgien cardiaque si vous avez besoin d'une opération. Le chirurgien cardiaque, lui, revoit les recommandations du cardiologue. Il rencontre le patient avant la chirurgie et il fera une histoire de santé et un examen physique. Il fait l'opération du cœur. Il fait le suivi avant et après la chirurgie et il va ensuite faire des recommandations pour s'assurer du succès de la chirurgie et éviter les complications possibles. Voici quelques questions que vous vous posez sûrement avant l'opération. Devez-vous continuer à prendre vos médicaments jusqu'au jour de la chirurgie? Certains médicaments, oui. Votre chirurgien cardiaque, donc celui qui va vous opérer, vous dira quel médicament continuer et quel médicament arrêter. Si vous n'êtes pas certain, n'hésitez pas à appeler directement à son bureau. Est-ce que je dois arrêter de fumer avant ma chirurgie? Oui. Il est préférable d'arrêter de fumer parce que ça peut diminuer les problèmes pulmonaires. Ça permet d'améliorer l'efficacité des analgésiques, donc les antidouleurs, ou ce qu'on appelle les painkillers, et la cicatrisation de l'incision. Ça aidera aussi à vous rétablir plus rapidement après la chirurgie. Qu'est-ce qui détermine la durée d'attente avant la chirurgie? Votre temps d'attente pour avoir une chirurgie cardiaque dépend des résultats de vos tests, des symptômes que vous avez et des patients dont la chirurgie est beaucoup plus urgente. C'est pour cette raison que la date de votre chirurgie peut changer si vous êtes considéré comme un patient qui est moins urgent. Un système permet d'établir un ordre de priorité. Quelqu'un va donc vous appeler pour vous dire la date de l'opération. Vous pourrez également savoir si ce sera, par exemple, l'avant-midi ou l'après-midi. Que devez-vous faire si votre état ou vos symptômes changent? Si vous avez plus d'essoufflement ou plus de douleur à la poitrine ou d'autres problèmes qui s'aggravent, n'hésitez pas à contacter votre chirurgien cardiaque ou votre cardiologue. En cas de doute, allez directement à l'urgence. Voici quelques éléments à savoir un jour avant l'opération. Est-ce que je dois être à jeun avant l'opération? Oui. Le jour avant l'opération, vous ne devez ni boire ni manger après minuit. Quand vais-je être admis à l'hôpital? Le jour même de la chirurgie. Si vous êtes un patient considéré urgent, vous serez déjà à l'hôpital. Est-ce que des tests doivent être faits avant la chirurgie? Oui. Une analyse de sang, une radiographie des poumons, un examen respiratoire ou d'autres examens peuvent être demandés. Les tests qui doivent être passés varient selon votre condition. Que dois-je apporter avec moi à l'hôpital? Vous devez apporter un oreiller supplémentaire pour pouvoir tousser, ce qu'on appelle un coughing pillow, des pyjamas ou des vêtements confortables, des sous-vêtements, des bas, des chaussures ou des pantoufles, vos médicaments dans les contenants originaux de la pharmacie, votre carte santé, un rasoir si c'est nécessaire, des produits de soins personnels comme du savon, de la crème, une brosse à dents, du dentifrice, etc. N'apportez rien qui ait de la valeur. C'est un peu comme si vous partiez en voyage pour quelques jours.
Pourquoi le thorax et les jambes vont-ils être rasés avant la chirurgie? Un membre du personnel va venir raser votre thorax et vos jambes pour que tout soit propre et prêt pour la chirurgie. Si vous avez un pontage, la jambe est habituellement l'endroit où l'on va prendre la veine. Est-ce que je dois prendre une douche ou un bain avant l'opération? Oui. La veille ou le matin de l'opération, il est important de le faire avec un savon antibactérien ou antiseptique qui a été recommandé afin d'éliminer les bactéries sur votre peau et de réduire le risque d'infection. Il est préférable de ne pas utiliser de crème, de poudre, de maquillage ou de produits parfumés après vous être lavé. Combien de temps dois-je rester à l'hôpital? Environ 4 à 5 jours après la chirurgie, mais tout dépend de votre état de santé. Dans certains cas, le séjour peut être un peu plus long. Lors de votre sortie de l'hôpital, veuillez demander à quelqu'un de vous raccompagner. Est-ce normal d'être stressé et de toujours penser à mon opération? Oui, c'est tout à fait normal. Chaque personne le vit à sa façon. La majorité des gens ont besoin de se préparer mentalement pour l'opération et de savoir ce qui s'en vient. De cette façon, vous vous sentirez certainement mieux informé. N'hésitez surtout pas à poser des questions à votre chirurgien cardiaque ou à votre cardiologue. Ils sont là pour vous. Pendant la chirurgie. Voici maintenant quelques questions que vous vous posez certainement par rapport à votre chirurgie cardiaque. Que se passera-t-il exactement dans la salle d'opération? Dans cette section, nous parlerons de ce qu'il faut faire le jour de l'opération, de ce qu'il se passera dans la salle d'opération, donc des différentes étapes, et des différents types de chirurgie cardiaque. Le jour de l'opération. Pour les patients qui sont à l'extérieur de l'hôpital, il est très important de vous assurer d'arriver à l'heure à la clinique préopératoire. Il est même préférable d'arriver un peu plus tôt. Si vous êtes déjà à l'hôpital, un membre du personnel viendra vous chercher dans votre chambre pour vous amener à la salle d'opération. Quelques heures avant votre opération, vous allez prendre un sédatif qui vous permettra de vous relaxer. Vous pourriez peut-être avoir à prendre d'autres médicaments si c'est nécessaire. Le matin de l'opération, il est possible que votre famille puisse venir vous rendre une courte visite. Veuillez vérifier cette possibilité avec un membre du personnel. Avant de partir pour aller à la salle d'opération, il est possible que vous ayez déjà une intraveineuse dans votre bras pour vous donner certains médicaments. Lorsque vous serez dans la salle d'opération, les membres de votre famille peuvent rester dans la salle d'attente des soins intensifs ou revenir à l'hôpital quand l'opération sera terminée. La salle d'opération. Que se passera-t-il dans la salle d'opération? Toute une équipe est présente pour vous et votre bien-être. Le chirurgien cardiaque est la personne qui va opérer votre cœur et il y a toujours quelqu'un avec lui qui l'assiste. L'anesthésiste est la personne qui va vous endormir et qui va vous donner les médicaments nécessaires pendant toute la durée de la chirurgie. Le perfusionniste est la personne responsable de la machine cœur-poumon. Et le personnel infirmier est là pour toute la logistique de la salle d'opération. La préparation à la chirurgie cardiaque. Ne soyez pas surpris, il fait froid dans la salle d'opération. Ceci est normal pour ce type de chirurgie. L'anesthésiste va vous endormir et vous intuber. Donc, vous mettre un tube dans la bouche pour vous aider à respirer pendant la chirurgie. Il va ensuite mettre une intraveineuse dans votre bras et une autre sur le côté du cou afin de vous donner les médicaments nécessaires pour l'opération et les ajuster aux besoins pendant et après l'opération.
On va aussi vous installer un cathéter intra-artériel dans votre poignet pour prendre des échantillons de sang et mesurer votre pression artérielle. La première étape, la préparation des conduits. Après avoir fait une incision verticale sur votre thorax, le chirurgien va ouvrir le sternum pour accéder à votre cœur. Dans la majorité des cas, lors d'un pontage, le chirurgien ou la personne qui l'assiste va prélever une veine de la jambe. L'artère mammaire, qui est dans le thorax, peut aussi être prélevée. Il est possible qu'une autre artère, comme celle du bras, soit utilisée. La deuxième étape, connecter le patient à la machine cœur-poumon. Le chirurgien cardiaque va vous connecter à la machine cœur-poumon. Votre cœur sera ensuite arrêté pour permettre de faire la chirurgie. Cette machine permet de faire circuler le sang dans votre corps à l'aide d'une pompe, comme le cœur le ferait habituellement. En fait, la machine cœur-poumon fait le travail que votre cœur et vos poumons font normalement. La chirurgie dure en moyenne de 4 à 5 heures. Plus un cas est complexe, plus l'opération peut être longue. Nous parlerons des différents types de chirurgie cardiaque dans la prochaine partie. À la fin de l'intervention, les deux côtés du sternum seront remis ensemble et seront bien attachés avec des fils d'acier pour s'assurer que tout reste bien en place par la suite. Les types de chirurgie cardiaque. Quels sont les différents types de chirurgie cardiaque? Il en existe plusieurs. Dans cette vidéo, nous allons expliquer les chirurgies cardiaques les plus communes. Le pontage coronarien, la réparation ou le remplacement de la valve aortique, mitrale ou tricuspide, le remplacement de l'aorte et une combinaison parmi les chirurgies mentionnées. Voyons maintenant ce qu'est le pontage. Pourquoi ai-je besoin d'un pontage et à quoi ça sert? Le pontage est la chirurgie cardiaque la plus fréquente. Vous en avez besoin lorsque vos artères deviennent bloquées ou trop étroites à cause de la création de plaques. Un pontage, c'est comme faire un ou des petits ponts pour contourner ce qui est bloqué dans l'artère pour apporter du sang riche en oxygène aux zones du cœur qui en manquent. De cette façon, la circulation du sang au cœur sera rétablie. Ces petits ponts proviennent d'une veine ou d'une artère qui a été prélevée au début de la chirurgie. Une personne peut avoir un ou plusieurs pontages selon le nombre d'endroits qui sont bloqués. Parlons maintenant de la réparation ou du remplacement d'une des valves cardiaques. Pourquoi ai-je besoin de faire réparer ou de remplacer la valve aortique, la valve mitrale ou la valve tricuspide? À quoi ça sert? Ce type de chirurgie est une intervention qui permet de traiter les maladies qui affectent la valve aortique, la valve mitrale ou la valve tricuspide. Que ce soit pour la valve aortique, mitrale ou tricuspide, deux possibilités peuvent arriver. Dans un premier temps, une ou plusieurs valves du cœur ne s'ouvrent pas complètement. Conséquence, le sang ne peut pas passer librement et empêche la valve de fonctionner correctement. Dans un deuxième temps, une ou plusieurs valves du cœur ne se referment pas complètement. Conséquence, plus de sang reste dans la même cavité du cœur, ce qui fait que le cœur arrive difficilement à faire circuler le sang dans le corps comme il devrait le faire. S'il n'est pas possible de réparer la valve défectueuse, celle-ci va être remplacée par une valve mécanique ou une valve en tissu organique. La valve mécanique est faite de matériaux synthétiques. Elle est utilisée pour les personnes plus jeunes et elle dure très longtemps. Il faut savoir que cette valve émet un son de tic-tac
Les patients doivent aussi prendre des anticoagulants toute leur vie à la suite de cette chirurgie pour éviter la formation de caillots de sang et les risques d'accidents cérébrovasculaires. Pour ce qui est de la valve en tissu organique, elle provient du cochon ou de la vache. Cette valve a été traitée pour qu'elle ne soit pas rejetée par le corps à la suite de l'opération. La durée de vie de la valve en tissu organique est de 15 ans en moyenne. Tout dépend du type de valve utilisée et de l'âge du patient. Elle est employée chez les personnes plus âgées et elle est silencieuse. Contrairement à la valve mécanique, elle ne nécessite pas l'usage d'anticoagulants pour la vie. Vous pourrez discuter avec votre chirurgien cardiaque du meilleur choix de valve à faire selon votre état de santé et votre condition. Vous vous demandez certainement si la valve remplacée peut être rejetée. Vous devez savoir qu'il est très rare qu'une valve soit rejetée par le corps. Voyons maintenant le remplacement de l'aorte. Pourquoi ai-je besoin d'un remplacement de l'aorte? À quoi ça sert? Cette intervention est nécessaire quand vous avez un anévrisme de l'aorte. L'anévrisme, c'est une dilatation ou un gonflement d'une partie de l'aorte. La paroi de l'aorte qui est endommagée devient alors affaiblie. Quand on parle de l'anévrisme de l'aorte ascendante, le gonflement se trouve en haut du cœur. Vous aurez donc besoin de ce type de chirurgie cardiaque pour éviter que l'anévrisme grossisse et pour prévenir la rupture de la paroi de l'aorte. Dans ce cas, le chirurgien cardiaque va réparer la paroi de l'aorte endommagée grâce à un greffon en tissu qui a été traité. Enfin, vous devez savoir que vous pouvez avoir une combinaison parmi les chirurgies que nous avons mentionnées. Par exemple, vous pouvez avoir 2 pontages et le remplacement d'une valve. Quels sont les risques d'avoir une chirurgie cardiaque? Toute chirurgie comporte un risque. Les risques liés à la chirurgie cardiaque sont la crise cardiaque, l'infection, l'arythmie, l'insuffisance rénale, l'accident cérébrovasculaire, le saignement et le décès. Gardez en tête que les risques d'une opération à cœur ouvert diffèrent d'un patient à un autre. Il est donc important de parler avec votre chirurgien cardiaque. Qu'est-ce que la chirurgie cardiaque permettra de soulager ou d'améliorer? De façon générale, selon votre cas, les différents types de chirurgie cardiaque peuvent permettre de soulager ou d'améliorer la douleur à la poitrine, l'essoufflement, la douleur à la mâchoire, la douleur dans le haut du dos, la douleur dans la partie inférieure du thorax, la douleur dans la partie supérieure de l'abdomen, l'étourdissement, l'évanouissement, la fatigue extrême, l'enflure des chevilles, etc. Comme nous l'avons déjà mentionné dans la partie précédente de la vidéo, après votre chirurgie cardiaque, la durée du séjour à l'hôpital est de 4 à 5 jours selon votre état de santé. Notez bien que vous devez faire de la physiothérapie dès le premier jour, car il est très important de vous asseoir et de marcher le plus tôt possible après l'opération. Certaines journées seront plus difficiles que d'autres, mais vous aurez aussi de bonnes journées. Chaque jour, vous prendrez des forces et vous ferez des progrès. À mesure que vous allez vous rétablir, vous serez de plus en plus en mesure d'apprécier pleinement les effets de l'opération. Soyez donc patient et essayez de garder le moral en restant positif. Après la chirurgie. Nous en sommes maintenant à la partie après la chirurgie. Dans cette section, il sera question des soins intensifs, du rétablissement après les soins intensifs
et finalement du retour à la maison. Commençons d'abord par les soins intensifs. Après votre opération, vous serez transporté aux soins intensifs au ICU, enveloppé dans une couverture chaude. L'intensiviste, c'est-à-dire le médecin aux soins intensifs, ainsi que le personnel infirmier, resteront à vos côtés pour s'assurer que tout va bien. Ils vont aussi surveiller vos signes vitaux. 1 heure après la chirurgie, si tout va bien, un membre ou 2 de votre famille immédiate pourra venir vous voir. Votre famille pourra aussi apporter vos effets personnels en vous rendant visite. Si vous avez d'autres questions, vous pouvez appeler les soins intensifs pour avoir plus de renseignements par rapport aux visites. Le chirurgien cardiaque ira ensuite voir les membres de votre famille pour leur expliquer comment s'est déroulée l'opération. Si votre famille n'est pas présente à l'hôpital, le chirurgien cardiaque va téléphoner au numéro que vous avez fourni. À votre réveil, aux soins intensifs. Lorsque vous allez vous réveiller après l'anesthésie, vous allez entendre le bruit de différentes machines. Vous allez aussi remarquer la présence de plusieurs tubes autour de vous. Le tube endotrachéal, le cathéter urinaire, les tubes thoraciques, le tube nasogastrique, les intraveineuses, dont une dans votre cou, le cathéter intra-artériel et les fils de stimulation. Aux soins intensifs, vous serez encore intubé, car le tube endotrachéal, qui va de la bouche à la gorge, sera connecté à un ventilateur respiratoire. Cette machine vous aidera à mieux respirer. Être intubé ne fait pas mal, mais vous ne pourrez pas parler. Vous serez capable de communiquer en clignant des yeux et en utilisant vos mains pour faire des gestes. Vous pourrez aussi utiliser du papier et un crayon pour écrire vos messages. Les autres machines autour de vous sont là pour s'assurer que tout va bien. Ce sont des procédures habituelles. Il est aussi possible qu'un membre du personnel infirmier enlève le mucus de vos poumons. Cette procédure peut être inconfortable et vous aurez un peu l'impression d'étouffer, mais elle ne dure que quelques secondes. Lorsque vos signes vitaux seront stables, que vous serez complètement éveillé et capable de respirer par vous-même, le tube dans votre gorge va être enlevé. Habituellement, il est enlevé de 4 à 6 heures après la chirurgie. Il est possible par la suite de ressentir une irritation dans la gorge et un certain inconfort qui va s'améliorer avec le temps. Vous allez aussi avoir un cathéter urinaire pour vous permettre d'uriner sans avoir à aller aux toilettes. L'urine se retrouvera dans un sac de drainage sur le côté du lit. Le personnel infirmier pourra donc s'assurer que vous produisez suffisamment d'urine. Ce cathéter sera enlevé de 24 à 48 heures après l'opération, si tout va bien. Il y aura aussi des tubes thoraciques, juste en dessous de votre incision. Ces tubes servent à drainer l'excès de liquide qui pourrait se retrouver autour du cœur. Ils sont habituellement enlevés 1 ou 2 jours après la chirurgie. Il est également possible que vous ayez besoin d'un tube nasogastrique. C'est un tube qui est inséré dans une narine et qui va jusque dans l'estomac. Si vous n'avez pas de nausées, ce tube est habituellement enlevé en moins de 24 heures. Vous conserverez l'intraveineuse dans votre bras pour quelques jours. Si vous avez besoin d'autres médicaments intraveineux, vous devrez la garder plus longtemps. Pour ce qui est de la ligne centrale dans votre cou, elle sera enlevée avant votre sortie des soins intensifs. Le cathéter intra-artériel ressemble à l'intraveineuse et il est placé au-dessus de votre poignet à l'intérieur d'une artère. Celui-ci permet de prendre des échantillons de sang et de mesurer la pression artérielle.
Ce cathéter sera enlevé avant de quitter les soins intensifs. Finalement, les fils de stimulation sont des fils du pacemaker qui permettent de stimuler votre cœur lorsqu'il bat lentement. Ces fils seront enlevés avant que vous quittiez l'hôpital pour retourner à la maison. Aux soins intensifs, votre état sera surveillé en permanence par les médecins et le personnel infirmier pour s'assurer que vous vous rétablissez bien. Habituellement, s'il n'y a pas de complications, vous y resterez environ 48 heures. Votre chirurgien cardiaque ou le chirurgien qui est de garde à l'hôpital viendra vous voir chaque jour pour s'assurer que tout va bien. N'hésitez pas à lui poser des questions ou à lui faire part de vos inquiétudes. Le personnel infirmier est également là pour vous aider. Enfin, un physiothérapeute ira vous voir dès le lendemain de votre opération pour vous montrer certains exercices à faire pendant que vous êtes à l'hôpital et lors de votre retour à la maison. Après les soins intensifs, le début du processus de rétablissement. Après avoir passé 2 jours aux soins intensifs, vous serez déplacé vers une nouvelle chambre dans une unité de soins. Vous y resterez entre 2 et 3 jours, selon votre état de santé. N'oubliez pas de rapporter vos effets personnels avec vous. Voici quelques éléments à garder en tête pour votre rétablissement après la chirurgie. La douleur après l'opération. Quand vous commencerez à être plus actif, vous allez ressentir de la douleur près de vos incisions. Cette douleur va devenir moins grande avec le temps, mais elle peut durer plusieurs semaines. N'hésitez pas à parler à un membre du personnel infirmier pour demander des médicaments qui permettent de mieux gérer la douleur. Il est important de prendre les médicaments régulièrement pour que ce soit efficace. Les chevilles enflées. Vos chevilles vont certainement enfler et il est possible que vous sentiez une certaine brûlure lorsque vous êtes debout, surtout sur la jambe où la veine a été prise si vous avez eu un ou des pontages. Ne vous en faites pas, l'enflure va diminuer avec le temps. Veuillez marcher régulièrement en vous tenant droit pour stimuler la circulation du sang dans les jambes et aussi pour permettre une meilleure oxygénation de vos poumons et de votre cœur. À mesure que votre jambe et votre corps sont en train de guérir, les nouvelles voies sanguines prendront la relève là où les veines ont été enlevées. Le sommeil et le repos. Il est important de dormir et de vous reposer. La douche ou le bain. Vous devrez prendre une douche rapide dès que vous rentrerez à la maison. Ne laissez pas le jet de la douche frapper directement sur les incisions, car elles seront sensibles. Ne prenez pas de bain dans la baignoire jusqu'à ce que les incisions soient complètement guéries et que les petites croûtes soient tombées. Veuillez ensuite sécher vos incisions en épongeant doucement sans frotter. La guérison des incisions. Le personnel infirmier va nettoyer les incisions au besoin. Il y aura une incision sur le thorax. Donc après l'opération, l'incision du thorax doit être exposée à l'air pour lui permettre de sécher. Quand l'incision est bien sèche et qu'il n'y a plus d'écoulement, il faut la laver doucement avec de l'eau et du savon. Le nombre d'incisions et la longueur varient d'un patient à l'autre selon le type d'opération. Certains patients ont une seule incision dans une seule jambe. D'autres patients ont des incisions dans les 2 jambes. Il est aussi normal qu'il y ait des bleus le long des incisions et autour de celles-ci. Les bleus disparaîtront avec le temps. Il est possible qu'une petite quantité de liquide jaune pâle s'écoule de l'incision. C'est normal et comme les bleus,
Cet écoulement disparaîtra peu à peu. Par contre, si le liquide est épais et d'une couleur blanc-brun, avec ou sans odeur, appelez votre médecin de famille ou votre chirurgien cardiaque. Si vous n'arrivez pas à les joindre, veuillez aller à une clinique externe ou à l'urgence de l'hôpital, car il pourrait s'agir d'un signe d'infection. Vous aurez aussi une ou des incisions sur les jambes et les bras. Vous pouvez avoir des incisions sur les jambes et les bras selon le nombre de greffons nécessaires pour la chirurgie. Cela peut prendre jusqu'à 6 semaines pour que les incisions guérissent complètement et plusieurs mois pour que leur couleur passe du violet au rouge, au rose et ensuite à la normale. Vous aurez de la douleur dans la ou les jambes pendant un certain temps, ce qui est normal. Il est aussi possible que vous ayez des bandages sur vos incisions. Les points de suture. Des points de suture solubles sont utilisés pour le thorax, les jambes et les bras. Il n'est donc pas nécessaire de les faire enlever car ils vont disparaître tout seuls après un certain temps. La prise de poids. Il est important de surveiller votre poids chaque jour. Si vous prenez entre 3 et 5 livres ou 1,5 et 2,5 kg en quelques jours, ceci peut indiquer que vous faites de la rétention d'eau. Dans ce cas, veuillez le mentionner rapidement à votre médecin, votre cardiologue ou votre chirurgien cardiaque. La spirométrie d'incitation. Cet appareil est utilisé pour prévenir l'accumulation de liquide dans vos poumons après la chirurgie. Le but est d'inspirer pour soulever le petit ballon dans le tube le plus longtemps possible pour augmenter votre capacité pulmonaire et éviter les complications après la chirurgie. Il est nécessaire d'utiliser cet appareil au moins 5 à 10 fois par jour. L'équipe des soins infirmiers surveillera vos progrès et vous serez encouragé à faire de légères activités quand vous serez prêt pour commencer à tousser et à respirer profondément, à manger, à sortir du lit, à s'asseoir plusieurs fois par jour sur une chaise, à marcher le plus possible dans le corridor. Ces activités vont sembler difficiles au début, c'est normal. 3 ou 4 jours après l'opération, vous devriez être capable de faire ces activités tout seul. Pendant votre rétablissement, il est possible que vous ayez des problèmes à dormir ou à rester endormi. Ceci s'explique par le fait que vous puissiez avoir de la douleur ou simplement parce que vous êtes dans un nouvel environnement. Vous pourrez demander au personnel infirmier de vous donner des médicaments pour dormir si vous le désirez. Il est possible que vous soyez fatigué et que vous ayez l'impression de toujours vouloir faire des siestes à plusieurs moments de la journée. Il est possible que vous soyez constipé à cause des médicaments contre la douleur et du manque d'activité physique. Vous pouvez aussi être constipé parce que vous ne buvez pas assez de liquide ou parce que vous ne mangez pas suffisamment de fruits et de légumes. Pour vous soulager, vous pourrez demander au personnel infirmier un médicament pour ramollir vos selles. Il est possible que vous n'ayez pas faim ou que vous ayez la nausée, c'est-à-dire l'envie de vomir, après votre chirurgie. Il sera important d'essayer de manger, même si c'est peu et plus souvent, pour que votre corps puisse se rétablir. Pour vous soulager, vous pouvez demander au personnel infirmier un médicament pour contrôler la nausée. Il est aussi possible que vous ayez des sautes d'humeur. C'est normal, car vous venez de subir une chirurgie cardiaque. Vous allez certainement vivre plusieurs émotions différentes, comme l'envie de pleurer. Vers le 3e ou le 4e jour, certains patients peuvent se sentir tristes. Vous pouvez également vous sentir anxieux, fâché, dépressif ou être dans le déni.
Il est important d'avoir quelqu'un de confiance à qui parler pour pouvoir passer à travers ces émotions. Celles-ci devraient disparaître après quelques jours. Quand vous serez de retour à la maison, si vous vous sentez toujours triste, désespéré et que vous ne semblez pas voir la lumière au bout du tunnel après 2 semaines, veuillez contacter votre médecin de famille. Avant de retourner à la maison, un membre du personnel infirmier va revoir avec vous les médicaments que vous devez prendre, votre régime alimentaire et la manière de prendre soin de vos incisions. Il est aussi possible que de nouveaux médicaments soient prescrits par votre chirurgien cardiaque, comme des médicaments pour réduire le cholestérol, appelés des statines, pour éviter les caillots de sang, appelés des anticoagulants, pour réduire la pression artérielle et améliorer les fonctions du cœur, appelés inhibiteurs ECA, bêta-bloquants et les inhibiteurs des canaux calciques. Pour réduire l'excès d'eau dans le corps, appelés des diurétiques, communément appelés des water pills. Pour aider à réguler le rythme du cœur, appelés des antiarythmiques. Pour assurer votre bien-être après votre sortie de l'hôpital, nous avons créé une partie supplémentaire sur le retour à la maison. Comment pouvez-vous prendre bien soin de vous-même lorsque vous serez de retour à la maison? C'est ce dont il sera question. D'ici là, prenez bien soin de vous et bonne guérison! Le retour à la maison. Juste avant de quitter l'hôpital, voici quelques éléments importants. Revoyez avec le personnel infirmier vos prescriptions de médicaments, donc ce que vous devez continuer, arrêter et ajouter. La façon de prendre soin des incisions chirurgicales et le meilleur régime alimentaire à adopter. Prévoyez des vêtements amples et confortables. Assurez-vous aussi d'organiser votre transport pour retourner à la maison, car vous ne pourrez pas conduire votre voiture pendant environ 6 semaines. De plus, vous devrez toujours porter une ceinture de sécurité lorsque vous êtes passager. Enfin, demandez un médicament contre la douleur au personnel infirmier environ une demi-heure avant votre départ de l'hôpital. Quand vous allez partir de l'hôpital, vous allez commencer votre convalescence pour vous rétablir à la suite de votre chirurgie cardiaque. À la maison, assurez-vous, si c'est possible, d'avoir un lit à l'étage pour éviter les escaliers pendant quelques jours. Assurez-vous que votre réfrigérateur soit rempli avec des petits plats prêts à réchauffer. Assurez-vous aussi d'avoir des bas de compression à la maison si c'est nécessaire. Votre rétablissement va sembler lent à certains moments. Il faut généralement de 3 à 6 mois pour revenir à la normale. Progressivement, vous vous sentirez un peu mieux. Par contre, certains jours, vous allez vous sentir plus fatigué et d'autres jours, vous sentirez que vous avez plus d'énergie. Rappelez-vous que chaque personne est différente et récupère à son propre rythme. Soyez patient et essayez de rester positif. Les rendez-vous pour le suivi après la chirurgie. Assurez-vous de prendre un rendez-vous après la chirurgie avec votre médecin de famille, votre cardiologue et votre chirurgien cardiaque. Le médecin de famille devrait vous voir de 2 à 3 semaines après votre chirurgie. Le cardiologue et le chirurgien cardiaque devraient vous voir entre 6 semaines et 3 mois après la sortie de l'hôpital. Ces suivis sont importants pour s'assurer que vous guérissez bien. C'est aussi un moment pour poser vos questions si vous avez des inquiétudes. N'oubliez pas votre liste de questions. Si quelque chose ne va pas et que vous êtes très inquiet, n'hésitez pas à contacter votre médecin de famille ou à aller à l'urgence de l'hôpital. Bien vous occuper de vous-même.
La gestion de la douleur. Les médicaments qui vous ont été prescrits vous aideront à contrôler votre douleur. Si la douleur augmente ou que les médicaments ne semblent pas faire effet, veuillez contacter votre médecin de famille. Si la douleur que vous avez est la même que celle que vous ressentiez avant votre chirurgie, contactez votre médecin de famille ou votre cardiologue car la douleur devrait diminuer et disparaître. Les bas de compression. Il est possible qu'un médecin vous prescrive des bas de compression. Si c'est votre cas, après votre sortie de l'hôpital, vous devriez porter les bas de compression de 4 à 6 semaines ou plus si vos chevilles sont encore enflées. Ces bas améliorent la circulation du sang et aident à réduire l'enflure dans les jambes. Veuillez porter ces bas pendant la journée et enlevez-les pendant la nuit, sauf en cas d'indication contraire. Pour l'entretien, lavez-les à la main et faites-les sécher à plat pour éviter les plis. N'oubliez pas de garder les jambes surélevées pour éviter l'enflure si vous êtes assis pendant de longues périodes de temps. Les bracelets d'alerte médicale. Les bracelets d'alerte médicale sont recommandés pour tous les patients qui ont eu une chirurgie cardiaque. Vous pouvez les trouver ou les commander à votre pharmacie. La prise de poids. Comme nous l'avons déjà mentionné, veuillez surveiller votre poids chaque jour. Si vous prenez de 3 à 5 livres ou de 1,5 à 2,5 kg en 24 heures, ceci peut indiquer que vous faites de la rétention d'eau. Dans ce cas, veuillez contacter votre médecin de famille, votre cardiologue ou votre chirurgien cardiaque. Les instructions à suivre après la chirurgie. Si vous avez un rhume, une grippe, un mal de gorge ou un mal de dents, veuillez mentionner au médecin ou au dentiste que vous avez eu une chirurgie cardiaque récemment. Dans ce cas, ils pourront vous prescrire des antibiotiques si c'est nécessaire. Les médicaments. Comme nous l'avons déjà mentionné auparavant, voici les médicaments que vous devrez certainement prendre à la maison. Des statines pour réduire le cholestérol, des anticoagulants pour éviter les caillots de sang, des inhibiteurs ECA, des bêta-bloquants et des inhibiteurs des canaux calciques pour réduire la pression artérielle et améliorer les fonctions du cœur. Vous allez certainement prendre aussi des diurétiques appelés des water pills pour réduire l'excès d'eau dans le corps. Et c'est aussi possible que vous ayez à prendre des antiarythmiques pour aider à régulariser le rythme du cœur. Si vous avez des questions par rapport aux médicaments que vous prenez, veuillez contacter votre pharmacien. Ce qu'il est important de savoir au sujet de vos médicaments. Veuillez prendre la dose prescrite. Si vous oubliez d'en prendre un, n'en prenez pas 2 en même temps. Ne changez pas vos médicaments par vous-même et n'arrêtez pas vos médicaments par vous-même. C'est votre cardiologue ou votre chirurgien cardiaque qui va décider, selon votre état de santé, quel médicament continuer et quel médicament arrêter. La gestion du stress. Pour gérer votre stress à la suite de votre chirurgie, vous devrez en reconnaître les signes, trouver d'où il vient et développer des stratégies pour le réduire. Vous pouvez vous aider en écoutant de la musique, en faisant des exercices ou de la marche, en visitant des gens, etc. N'hésitez pas à parler aux gens autour de vous, à écrire un journal ou à participer à de nouveaux loisirs. Les mythes à déconstruire. Mythe numéro 1. Les chirurgies cardiaques mettent fin à une vie sexuelle normale. Faux. Certaines personnes retournent à une vie sexuelle comme si rien ne s'était passé. Certaines personnes peuvent avoir certains problèmes et ceux-ci peuvent être reliés à des changements physiques ou à certaines émotions, comme le stress d'avoir mal. Mythe numéro 2. Les chirurgies cardiaques diminuent la libido
et changent le fonctionnement sexuel. Faux. Ces chirurgies peuvent provoquer une diminution temporaire du désir sexuel à cause de la fatigue, de la dépression ou des effets secondaires des médicaments. Certains médicaments peuvent faire baisser la libido, mais tous ces problèmes disparaissent avec le temps. Mythe numéro 3. Les relations sexuelles sont dangereuses pour la personne qui a eu une chirurgie cardiaque. Faux. Après la chirurgie, il faut s'abstenir les 2 ou 3 premières semaines. Par la suite, vous pourrez reprendre progressivement votre vie sexuelle. Soyez conscient qu'il y a des positions plus confortables que d'autres. Il n'y a aucune base médicale pour soutenir qu'une position sexuelle est plus sûre qu'une autre. Gardez en tête que le confort et la confiance entre les partenaires sont plus importants que le choix des positions. En bref, une discussion à naître peut être difficile, mais elle est nécessaire, car c'est peut-être la première fois qu'un couple explore et discute de ces questions par rapport à la sexualité. Partagez vos sentiments, soyez honnêtes et faites-vous rire. Profitez de votre temps ensemble et expérimentez de nouvelles façons d'exprimer votre amour et vos désirs sexuels. La nutrition. Faire des choix alimentaires sains pour le cœur. Chaque repas devrait contenir entre 3 et 5 groupes alimentaires. Veuillez regarder le guide alimentaire canadien ou contacter une nutritionniste au besoin. Choisissez une variété de produits laitiers à faible teneur en gras, comme le lait écrémé ou à 1%, le yogourt à 1% ou moins de matière grasse, le yogourt glacé ou le lait glacé, le fromage à faible teneur en matière grasse, 20% ou moins de matière grasse. Évitez les gras saturés en choisissant des gras monoinsaturés ou polyinsaturés pour aider à baisser votre cholestérol. Il est aussi important de diminuer le sel de façon générale. Veuillez vérifier les étiquettes pour vous assurer que le taux de sodium est bas. Utilisez des herbes fraîches, séchées, du jus de citron, des épices sans sel et du vinaigre balsamique pour donner plus de goût à la nourriture. Voici un tableau qui vous aidera à faire des choix alimentaires bons pour la santé. Les fruits et les légumes doivent représenter la moitié de votre assiette. Le pain et les céréales doivent représenter le quart de votre assiette. C'est la même chose pour les protéines. C'est le quart de l'assiette. Voici quelques exemples. Pour les fruits, vous pouvez choisir des abricots, des oranges, des mangues, des fraises, des framboises, des bleuets, des fruits secs ou des kiwis par exemple. Pour les légumes, vous pouvez choisir des tomates, des poivrons, des patates douces, du brocoli, des pois, du chou rouge, du chou-fleur ou des pommes de terre par exemple. Pour les pains et céréales, choisissez des pains ou du pain à grains entiers. Pour les protéines, allez-y avec des viandes maigres, du poisson, du hummus, du tofu, des fèves blanches ou des fèves rouges. Pour les produits laitiers, allez-y avec du lait écrémé ou du lait à 1%, du yogourt nature 1% ou moins, du yogourt aux fruits 1% ou moins, du yogourt glacé, du fromage avec moins de 20% de matière grasse. Pour les gras et les huiles, allez-y avec modération et choisissez des gras non saturés, de l'huile canola, de l'huile de tournesol, de l'huile d'olive, de l'huile de sésame, la mayonnaise, la crème sûre ou les vinaigrettes faibles en gras, le beurre d'arachide naturel ou les noix comme des amandes, des pistaches, etc. Il est important de manger du poisson de 2 à 3 fois par semaine, des repas sans viande aussi quelques fois par semaine. Veuillez éviter de manger
les gras partiellement hydrogénés comme le beurre, le fromage ou la crème sûre, la nourriture avec de la friture, ce qui inclut les aliments contenant des huiles végétales partiellement hydrogénées comme les gâteaux et les biscuits industriels, les frites, les chips et les autres produits frits, les plats préparés industriellement, la vitamine K et le coumadin. La vitamine K se retrouve dans les légumes que l'on mange. Elle est également produite par les bactéries dans vos intestins et peut se retrouver dans certains suppléments de multivitamines et de minéraux. Le coumadin est un médicament qui bloque la réutilisation de la vitamine K dans votre foie. Cette vitamine sert à la production de facteurs nécessaires à la coagulation et à l'arrêt du saignement. Il est important de maintenir un équilibre entre la vitamine K et le coumadin. Assurez-vous que la quantité de légumes contenant de la vitamine K reste à peu près la même chaque jour. La vitamine K est présente naturellement dans les légumes verts comme les épinards, le brocoli, certaines laitues, les choux de Bruxelles, le chou, le persil, les asperges, le kale, etc. Veuillez continuer de manger la même quantité d'aliments contenant de la vitamine K chaque jour. Par contre, il est important de ne pas augmenter soudainement les aliments contenant de la vitamine K, car l'augmentation soudaine peut affecter le taux de coagulation du sang. Chaque fois que votre apport en vitamine K change, il est important d'en informer votre médecin afin que votre test RIN ou INR pour la coagulation du sang puisse être surveillé de plus près. Veuillez également garder en tête que l'alcool peut changer le fonctionnement du médicament coumadin. Dites aussi à votre médecin si vous prenez des suppléments comme la vitamine A, la vitamine E ou C, l'huile de poisson, l'huile de lin ou les oméga 3 ou 6. Conseils généraux. Comment avoir une bonne posture? Lorsque vous êtes debout, votre menton doit être parallèle au sol. Vous devez aussi tirer vos épaules en arrière pour vous tenir droit, même si vous éprouvez un peu de douleur. Si vous gardez le dos rond, ce n'est pas une posture adéquate pour bien guérir. Le dos doit être bien droit pour éviter que les muscles se contractent. Lorsque vous marchez, il est très important d'avoir le dos droit et non courbé pour que la cicatrisation se fasse dans la position normale du corps. La douleur que vous ressentez va diminuer avec le temps. Soyez patient. Lorsque vous êtes assis, si vous êtes assis sur une chaise, faites glisser vos fesses jusqu'au dos de la chaise. Cela vous aidera à garder votre dos droit et empêchera les muscles à l'avant de votre thorax de devenir trop tendus. Comme pour la position debout, pour avoir une bonne posture, votre menton doit être parallèle au sol. Vous devez aussi tirer vos épaules vers l'arrière. Comment sortir de votre lit? Si vous êtes couché sur le dos, pliez les genoux et ramenez-les vers le haut. Roulez ensuite lentement sur un côté et faites glisser vos jambes sur le côté du lit. Poussez lentement avec vos bras pour pouvoir vous asseoir. N'oubliez pas de continuer à expirer lorsque vous poussez avec vos bras. Faites la même chose lorsque vous retournez au lit. Comment tousser adéquatement? Lorsque vous toussez, placez un oreiller contre l'incision qui est sur votre thorax. En toussant avec l'oreiller, cela vous aidera à éliminer le mucus de vos poumons. N'oubliez pas de serrer l'oreiller contre vous lorsque vous toussez. Cet exercice vous aidera à diminuer la douleur, va vous permettre de tousser plus fort et va améliorer l'oxygénation de vos poumons et de votre sang. Comment faire vos exercices de respiration? Pour faire vos exercices de respiration, le personnel infirmier ou votre physiothérapeute
vous indiquera comment utiliser adéquatement le spiromètre d'incitation lorsque vous serez à l'hôpital. Vous pourrez ensuite rapporter cet appareil à la maison avec vous. Les exercices de respiration avec le spiromètre doivent se faire en position verticale, assis ou debout. Comme nous l'avons déjà mentionné, le but est d'inspirer pour soulever le petit ballon dans le tube le plus longtemps possible, pour augmenter votre capacité pulmonaire et éviter les complications respiratoires après la chirurgie. Il est nécessaire d'utiliser cet appareil au moins 5 à 10 fois par jour. Dès que vous marcherez normalement, vous pourrez arrêter cet exercice. Dois-je faire des exercices? Absolument! Il est très important de faire des exercices. Veuillez commencer progressivement et ajustez-les en fonction de la douleur que vous ressentez. Faire des exercices vous permettra de renforcer votre cœur, d'améliorer ou de garder votre forme en général, d'améliorer l'endurance de vos muscles, d'améliorer ou de garder la flexibilité de vos muscles et de vos articulations, d'améliorer votre équilibre, de faciliter vos activités de tous les jours, d'augmenter votre niveau d'énergie et va vous permettre de vous aider à brûler plus de calories. Veuillez vérifier dans votre région ou votre ville s'il existe un centre de réhabilitation ou d'exercice pour les personnes qui ont eu une chirurgie cardiaque. Quelques recommandations. Pour les exercices, un réchauffement de 5 à 10 minutes en faisant des étirements est recommandé. Une période de retour au calme de 3 à 5 minutes doit être effectuée après tout exercice. Allez-y lentement et à votre rythme. Assurez-vous de ne pas retenir votre souffle pendant les exercices et de façon générale pour éviter d'augmenter la pression du cœur. Évitez les températures trop chaudes ou trop froides pour ne pas que votre cœur travaille trop fort. Évitez de faire de l'exercice juste après avoir mangé. Veuillez attendre entre 60 et 90 minutes. Évitez de soulever, de pousser ou de tirer des objets plus lourds que 10 livres, soit 4,5 kg, de 6 à 8 semaines après l'opération. Pour les exercices pour les bras, vous devez lever les bras vers le haut, vers le bas, en avant et en arrière. Essayez aussi de toucher vos deux mains dans le dos. Mode de fonctionnement proposé pour les activités à la maison. Pour les 3 premières semaines après l'opération, à la maison, vous pouvez monter lentement les escaliers, épousseter, cuisiner, laver la vaisselle, mettre la table et faire le lavage. Pour les loisirs, allez marcher. Voici ce qu'on propose comme horaire pour les 3 premières semaines. Pour la semaine 1, vous pouvez marcher entre 3 et 5 minutes. La semaine 2, vous pouvez marcher 5 minutes le matin et l'après-midi. Pour la semaine 3, marchez 10 minutes le matin et aussi l'après-midi. En général, le plus vous marchez, le mieux c'est. Écoutez simplement votre corps. Vous pouvez aussi peindre, dessiner, jouer d'un instrument de musique comme le piano. Évitez par contre les instruments à vent comme la flûte. Jouer aux cartes, vous pouvez aussi écrire, lire, regarder la télé, l'écran de l'ordinateur, la tablette ou l'écran du téléphone. Vous pouvez faire du vélo stationnaire en y allant lentement, du tapis roulant ou faire un tour de voiture comme passager, mais 30 minutes au maximum pour les 3 premières semaines. Pour les semaines 4 et 5, vous pouvez ajouter les activités suivantes. À la maison, vous pouvez passer l'aspirateur, laver les planchers, porter des sacs de moins de 10 livres ou 4,5 kg, faire du jardinage léger comme planter des graines, enlever les mauvaises herbes, laver la voiture, monter et descendre les escaliers, sortir les poubelles si c'est moins de 10 livres ou 4,5 kg, laver la salle de bain, mais évitez la baignoire. Faites seulement l'évier et les toilettes. Pour les loisirs, vous pouvez aller marcher à la semaine 4 pendant 15 minutes le matin et l'après-midi
Et la semaine 5, vous pouvez marcher 20 minutes chaque jour. Vous pouvez aussi aller faire un tour de voiture comme passager, mais 60 minutes au maximum. Vous pouvez jouer au billard, danser, mais quand même lentement. Vous pouvez avoir des rapports sexuels, rendre visite à des amis ou sortir pour manger au restaurant. À la 6e et à la 7e semaine, vous pouvez ajouter les activités suivantes. Donc, à la maison, vous pouvez faire le lit ou accrocher des rideaux, par exemple. Pour les loisirs, vous pouvez aller marcher 20 minutes chaque jour, ou plus si vous voulez. Vous pouvez conduire votre voiture, mais il est important de demander à votre chirurgien cardiaque si vous êtes autorisé à conduire à nouveau, puisque ceci est une exigence des compagnies d'assurance automobile. 8 semaines après l'opération, vous pouvez ajouter les activités suivantes. À la maison, vous pouvez essorer les vêtements à la main, laver les fenêtres, laver la baignoire. Et pour les loisirs, vous pouvez toujours marcher 20 minutes chaque jour ou plus. Vous pouvez aussi jouer au quai, au bowling, aller pêcher. Et plus de 3 mois après l'opération, vous pouvez ajouter à la maison, vous pouvez maintenant laver les planchers avec une vadrouille ou à genoux. Vous pouvez cirer les planchers, déplacer des meubles légers, jardiner en creusant, en bêchant, en taillant des haies par exemple. Vous pouvez tondre le gazon, pelleter la neige, fendre du bois. Et pour les loisirs, continuez toujours à marcher au moins 20 minutes par jour ou plus. Vous pouvez jouer au badminton à 4 personnes, jouer au golf, faire du bateau à voile, du ping-pong à 4 personnes, tennis de table à 4 personnes. Vous pouvez faire de la natation, du canot, du ski de fond, du patinage ou du hockey, mais de façon sociale. Après 3 mois, il sera peut-être possible de prendre l'avion, mais demandez l'approbation d'un de vos médecins. Les compagnies d'assurance pour les voyages à l'étranger nécessitent un minimum de 3 mois après une chirurgie pour être assuré. Votre condition de santé doit également être identifiée comme étant stable par un médecin. Il est important de ne pas se surmener et de vouloir en faire trop rapidement. En cas de doute, n'hésitez pas à contacter votre médecin de famille, votre cardiologue ou votre chirurgien cardiaque. Le retour au travail. Retourner au travail peut être plus facile s'il n'est pas physique et ne demande pas de soulever des objets lourds ou de les transporter. Il est aussi recommandé de ne pas trop forcer pendant un travail physique. Vous devriez pouvoir retourner au travail à temps partiel ou à temps plein 3 mois après l'opération. Veuillez cependant demander à votre médecin de famille, votre cardiologue ou votre chirurgien cardiaque si votre état de santé vous permet de retourner au travail en toute sécurité. Si votre travail est très physique et demande beaucoup d'efforts, vous devriez vous poser les questions suivantes. Est-ce que mon travail est physiquement exigeant? Si votre travail est très physique, c'est-à-dire que vous marchez beaucoup, vous montez et descendez souvent les escaliers, vous grimpez dans une échelle plusieurs fois par jour, vous devez soulever des objets lourds comme 20 livres et plus, c'est-à-dire 9 kilos et plus. Il est très important de demander à votre médecin de famille, à votre cardiologue ou à votre chirurgien cardiaque ce que vous pouvez ou ne pouvez pas faire à ce stade-ci de votre guérison. Est-ce que mon travail est dans un environnement très chaud ou très froid? Si votre travail est dans un environnement très chaud ou très froid, votre cœur travaillera plus fort, comme nous l'avons déjà mentionné. Votre retour au travail peut donc être plus difficile. Est-ce que mon travail est stressant? Si votre travail est stressant, c'est-à-dire que vous avez toujours une surcharge de travail, un traitement injuste, un environnement de travail désagréable ou des collègues toxiques, il sera important de gérer cette situation le plus rapidement possible pour éviter et diminuer le stress pendant votre guérison. Est-ce que mon employeur offre un programme de travail adapté? Si votre employeur offre un programme de travail adapté, il sera important d'ajuster les tâches de votre travail selon vos capacités physiques. Le but est de retourner progressivement au travail si c'est possible.
Il est extrêmement important de parler à votre médecin des tâches que vous devez faire au travail pour vous assurer que celui-ci n'affecte pas votre guérison. Il faut y aller lentement, mais sûrement. Soyez patient. Un petit rappel pour le tabac, il est préférable de ne pas fumer car ceci retarde la guérison à la suite de votre chirurgie cardiaque et augmente les risques de complications. Foire aux questions. Les incisions de mes jambes et ou de mon thorax ont encore du liquide qui coule. Est-ce normal? Comme nous l'avons déjà mentionné, il est possible qu'une petite quantité de liquide jaune pâle s'écoule de l'incision. C'est normal. Par contre, si le liquide est épais et d'une couleur blanc-brun, avec ou sans odeur, appelez votre médecin de famille ou votre chirurgien cardiaque. Si vous n'arrivez pas à les joindre, veuillez aller à une clinique externe ou à l'urgence de l'hôpital, car il pourrait s'agir d'un signe d'infection. Mon incision est couverte de petites croûtes. Est-ce que je peux prendre ma douche quand même? Oui, vous pouvez vous doucher, mais vous devez éviter le sauna et le bain tourbillon. Votre médecin de famille vous dira quand vous pourrez recommencer à l'utiliser. Lorsque vous prenez une douche, lavez doucement avec du savon doux et bien rincez votre peau. Veuillez éviter les jets d'eau directs sur votre incision. Veuillez ensuite sécher vos incisions en épongeant doucement, sans frotter, pour ne pas briser les petites croûtes de guérison. Laissez ensuite votre incision exposée à l'air pendant 10-15 minutes après la douche pour lui permettre de sécher complètement. Combien de temps dois-je porter mon bandage sur la poitrine, le chest binder? Si vous avez un bandage sur la poitrine, continuez de le porter jusqu'à ce que votre médecin de famille vous rencontre pour un premier rendez-vous de suivi après votre chirurgie. Vous pouvez le laver avec de l'eau et du savon doux et le suspendre pour le faire sécher. La jambe où la veine a été prélevée est encore enflée. Est-ce normal? Dois-je continuer à porter mes bas de compression? Dans certains cas, votre médecin va vous prescrire des bas de compression. Et comme nous l'avons déjà mentionné, l'enflure de la jambe ou des jambes va diminuer avec le temps. Veuillez marcher régulièrement en vous tenant droit pour stimuler la circulation du sang dans vos jambes. Pour les bas de compression, vous devriez les porter de 4 à 6 semaines ou plus si vos chevilles demeurent enflées. Ces bas améliorent la circulation du sang dans les jambes et aident à réduire l'enflure dans les jambes. Portez ces bas pendant la journée et enlevez-les pendant la nuit, sauf en cas d'indication contraire. Le Tylenol extra fort n'est pas assez pour moi. Puis-je prendre d'autres médicaments? Si le Tylenol extra fort n'est pas assez fort pour vous, veuillez appeler votre médecin de famille. Certains médicaments contre la douleur sont disponibles à la pharmacie, sans ordonnance, mais vous devrez en parler à votre pharmacien. Certains de ces médicaments contiennent une petite quantité de codéine. Il est donc important de parler de ces médicaments à votre médecin de famille ou à votre pharmacien pour éviter la constipation. Je me sens constipée depuis plusieurs jours. Que dois-je faire? Certains médicaments contre la douleur et le manque d'activité physique peuvent causer la constipation. Si vous buvez déjà de 1 à 1,5 litres d'eau par jour, c'est-à-dire de 4 à 6 tasses d'eau, et que vous mangez déjà des aliments riches en fibres, vous devrez peut-être prendre des laxatifs. Métamucil est un produit sans ordonnance que vous pouvez essayer. Si vous avez besoin de quelque chose de plus fort ou que rien ne fonctionne, veuillez contacter votre médecin de famille ou votre pharmacien pour leur expliquer la situation. Quand vais-je pouvoir recommencer à conduire? Comme nous l'avons déjà mentionné, la plupart des gens peuvent recommencer à conduire leur voiture de 6 à 7 semaines après la chirurgie, parfois avant. Veuillez cependant vérifier avec votre médecin de famille, votre cardiologue ou votre chirurgien cardiaque s'il est prudent pour vous de recommencer à conduire en fonction de votre état de santé. Après la chirurgie, acceptez de vivre une diversité d'émotions.
Se rétablir d'une chirurgie cardiaque prend du temps, que ce soit au niveau physique ou mental. Chaque jour sera un peu mieux, mais attendez-vous à avoir des bonnes journées et de moins bonnes journées. C'est normal. Si vous sentez que votre bonne humeur ne revient pas 2 semaines après la chirurgie, n'hésitez pas à demander de l'aide en appelant votre médecin de famille. C'est très important et nécessaire. N'oubliez surtout pas que votre médecin de famille, votre cardiologue et votre chirurgien cardiaque sont là pour assurer votre bien-être. Allez-y un jour à la fois et surtout, restez positif. Bonne guérison.